L'épisode de cette semaine de l'Écho des Montagnards vous est présenté par SPG Service Pelletier-Gosselin, la solution pour tous vos besoins en gestion d'association. Édition du 23 septembre 2021. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission du 23 septembre 2021. On prépare la semaine qui s'en vient. On vient de sortir de la grosse fin de semaine de match Montréal-Laval. Avec moi, l'insider du football universitaire canadien, surtout grâce à son compte Twitter, Tam. Et également avec moi, l'homme qui n'a pas besoin de présentation, mais je vais y en faire une. Celui qui, sans être daltonien, n'a pas encore découvert qu'il y avait d'autres couleurs de chandail que le noir, François Mathieu. Et encore aujourd'hui en plus. J'espérais que tu le portais, sinon ma joke ne marchait pas. Ah ouais, en plus, encore, j'ai un faux logo de Montréal en arrière. Bon, voilà. Donc, François MDM Mathieu qui est avec moi cette semaine. Donc, on va parler de football universitaire, évidemment. On se fait un petit résumé du match Montréal-Laval. On va commenter ça. On va parler de l'autre affrontement québécois, McGill-Concordia. On va parler un peu de ce qui se passe dans le reste du pays et on va faire un preview du match des Bleus de cette fin de semaine au Sepsum contre les Redbirds de McGill. Donc, pour commencer, petit résumé de ce qui s'est passé la fin de semaine passée. Je porte la cravate de la victoire parce que, tradition oblige, lorsque Montréal bat Laval, je dois porter le vêtement. Donc, petit résumé, tu nous portes tout ça, Tam? On va essayer de vous fournir quelques images si vous regardez en vidéo. Un match qui s'est terminé très serré. Ça a débuté avec un placement. Le jeu a vraiment ouvert quand Carl Chabot a marqué le premier touché des Bleus dans le deuxième quart. Là, on voit ici un Sénécal mobile qui réussit à rejoindre sa cible. Ça, c'était Beaulieu, ça? Oui. Ouais. Et là, je crois qu'on a le touché de Chabot. Jeu, passe et course. Donc, ça menait la marque 7-3 pour les Bleus à ce moment-là. Hey, c'est la première fois que je fais du commentaire par-dessus. Vous voyez que je ne suis pas encore rodé. Hein? Laval revient immédiatement avec une longue séquence de 93 verges pour un touché de Thomas Bolduc. Ça ramène ça 7 et 10. Et avant la fin de la demi, on a un placement de Michael Arpin de 25 verges. Donc, à la demi, on est 10 à 10 partout. Deuxième demi, Laval prend les devants avec un placement, suivi d'un deuxième placement. Montréal va chercher 2 points sur un touché de sûreté. Est-ce qu'on a le touché de Laval pour la peine? Non, un beau petit sac. Strip sack, ça c'est le fun. Il l'avait récupéré là-dessus, je pense. Hein. Là, c'est le botté de marde du oui, l'espèce de jeu brisé qui a donné finalement le plus gros gain par la course de Laval. Le petit touché de une verge finalement. Là. Ça reste un beau jeu. C'est pas dire. Il y a quand même un coup de chance parce qu'on s'entend que la couverture arrivait et a été complètement déjouée par le ballon au sol. Sinon, le botteur se faisait ramasser. Ouais, la couverture était à droite parce que le gunner était sur le bord. Oui, exactement. Donc, on a le touché de une verge au sol de Bolduc. Donc, ça nous complète la première demi. 2 placements subséquents de Laval au troisième, ainsi qu'un touché de sûreté de Montréal. Ça nous amène 12-16. Et là, Montréal commence à gratter dans le quatrième quart. 2 placements pour faire 15-16, ensuite 18-16. Et finalement, le jeu vraiment s'est terminé à 40 secondes de la fin avec un placement raté de Laval qui a donné un simple pour un score final de 18-17. Vos commentaires sur le match qu'on a eu, qui n'a pas été le plus défensif qu'on a connu, mais ça n'a pas été un festival offensif non plus. Là, on parle d'un touché de chaque côté, les drives ne se finissaient pas, puis on ne sait pas trop si Laval même aurait réussi à aller chercher un touché, une UTT de cette espèce de jeu brisé-là qu'on vient de voir. Ouais, mais ils ont quand même été arrêtés à la ligne début. Il ne faut pas t'oublier qu'ils sur une de leurs plus belles drives, là, ils se sont fait arrêter à la ligne début pour 2 play calling, puis après, à un moment donné, ils se sont finis par sortir Mittal. On dirait que Mittal est utilisé pour un seul unique jeu. Tu le sais quand Mittal est ce jeu qu'ils vont le jouer. Ils ont fait une passe, il a perdu le ballon, puis play calling est affreux chez
chez Laval, là, ça n'a pas de sens. Ouais, mais pour moi, la clé du match a été les punitions des deux côtés. Ça a été un killer de momentum des deux bords sur les drives offensives. Puis le timing des pénalités. C'est pas qu'il y en a eu une tonne. Laval pogné de pénalité. Mais c'est le timing des pénalités. Je pense qu'il n'y a pas eu un volume hallucinant de pénalités comme on a déjà vu, là, le Festival du Mouchoir. C'était du momentum killer à chaque fois. Oui. Hey, je vais en parler un peu. Là. Au niveau de la vibe dans le match, est-ce que je suis le seul à avoir trouvé que c'était un petit peu plus relax que ce qu'on a connu par les autres années? Ben oui, je pense que c'est un peu normal. Tu sais, c'est brouillon, là. C'est brouillon en tabarnouche. Les deux équipes sont brouillons, là. Tu sais, là, l'attaque est brouillonne, des deux, là. Je parle des deux côtés. Les défensives sont brouillonnes. Tu sais, je pense que c'est normal. Là, les deux équipes ont à peu près 50 recrues, là. Tu sais, des recrues 1, recrues 2 qui n'ont jamais joué au football. La majorité des deux équipes, leurs vétérans, c'est des gens qui ne voyaient pas vraiment du ballon, qui étaient des 3e, 4e années, qui n'étaient pas nécessairement des partants. Donc, tu te retrouves à avoir deux équipes qui n'ont pas vraiment vu de ballon longtemps. Puis comme j'ai dit, que si 50% et plus que 50% de ton monde n'ont pas encore joué universitaire, ils ne saillissent pas encore. La dernière fois que ces joueurs-là se sont vus, ben, c'était soit des coéquipiers ou soit des adversaires au collégial où ils ont joué ensemble. Fait que l'aniosité n'a pas encore commencé, tu le sens. Tu sais, de voir Nicky donner des petites tapes ses fesses à Bolduc constamment, il ne semblait pas saillir encore. Non, clairement, Byron puis Brian n'auraient pas accepté ça. On va se le dire. Ça ne reviendra pas avant un match important comme la Dunsmore. C'est du build-up. Quoi que ça a fini avec du picossage, là. Je ne sais pas quel impact ça va avoir s'il y en a un. Mais effectivement, la vibe dans le match n'était pas la même. On était au PEPS, mais c'était un PEPS de 8000 personnes. Mais tu as raison. Mais c'est un match pandémique. Okay? C'est un retour. Les joueurs, comme je te dis, c'est brouillon. Il faut qu'ils reviennent. Les jeux sont brouillons. Il faut que tout le monde se remette dedans. C'est du monde qui n'ont pas joué au football depuis 2 ans. C'est grosso modo là. Puis Laval, ben, tu te retrouves à Québec, un stade de 8000 personnes complètement rouillé aussi, qui quittait à la dernière seconde quand la game n'était pas encore gagnée. Québec style, là, tu sais. On dirait que quand l'équipe domine pas, les membres ne sont pas là. Bon, je vais te donner mon opinion. Tu sais, tu le sens un peu, là, mon opinion sur la partie de ces brouillons. On a gagné quand même, mais ça a été long avant de se mettre en place. Ça a été vraiment long. La défensive est poreuse, mais pas poreuse du genre « Hey, on va se faire défoncer ». Non, elle plie, mais elle ne craque pas. J'ai l'impression que là, c'est un nouveau système. Il ne faut pas oublier que c'est la nouvelle défensive du Moustachu qui arrive avec plein de nouveaux joueurs. Mais la défensive qu'il y a eu en deuxième demi n'a pas été la défensive de première demi. On dirait que tout s'est mis en place. C'est vrai que le jeu s'est mis en place et la défensive va commencer à être vraiment plus stable en deuxième demi quand les blitz des secondaires ont commencé à rentrer. C'est là que tu as vu le numéro 19 commencer à rentrer et à faire des gars partout. Là. Nicky, à un moment donné aussi. Ouais, là, mais on a des nouveaux patrons défensifs aussi, puis je pense que ça va prendre des semaines à s'installer. Moi, je m'attends à une amélioration de la défensive de semaine en semaine. Mais on l'a vu. Puis en plus, il y a eu des blessés. Puis il y a eu des blessés. L'équipe qui a commencé la partie n'est pas l'équipe qui a fini. C'était agressif en deuxième. Je ne sais pas où le déclic s'est fait. À un moment donné, ça a été OK, on envoie du monde. Est-ce que c'était par design ou c'était un ajustement? Je pense que c'était un ajustement parce que, tu vois, il y a Le Guenec qui était là en rentrant, qui s'est blessé, numéro 9, numéro 9 qui s'est blessé. C'est à ce moment-là où il y a eu un changement dans les secondaires, où c'est devenu un peu plus. Il manque, c'est ça. Tu sais, on parlait, là, tu disais que c'était ça, puis il manque la hargne qu'il y avait avant. Okay? Notre défensive n'est pas encore assez agressive. Mais même les débits, à un moment donné, on dirait que ça s'est replacé. Ils ont commencé à jouer, à être collés. Une bonne défense. Ils ont été bien. La défensive a été bien. Elle plie, mais elle ne casse pas. Mais on dirait qu'elle est moins dominante et moins punitive qu'elle était. Est-ce que c'est le nouveau style? Peut-être. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas encore assimilé les schèmes de défense? Peut-être.
Moi, je pense que joue sur la cohésion un peu. Là. Il y a eu beaucoup de changements dans les premiers matchs. C'est des nouveaux schémas de jeu aussi. Donc, tout le monde l'apprend, progresse, mais tu vois la différence entre le premier match et le match contre Laval. Ce côté exécution, il y a une différence. C'est mieux appliqué. On voit qu'il commence à complexifier aussi les schémas qui montrent ou qui essaient de cacher. Donc, moi, je m'attends à voir une progression. Je ne suis pas prête à dire que la défensive est plus faible ou a moins d'éléments étoiles que les autres années. Je pense juste que on est dans une année de transition avec un nouveau système de jeu, puis je pense que les gars sont capables de jouer, puis ça me met à penser, ça me donne comme impression qu'il y a tellement de nouveaux joueurs que les partants officiels ne sont pas encore déterminés. Ce que je veux dire, constamment, il y a des nouveaux joueurs à des positions qui rentrent. C'est comme s'ils se disaient, grosso modo, vous êtes tous aussi bons les uns que les autres, là, à vos positions respectives. Il faut qu'on trouve c'est quoi la bonne cohésion, la bonne combinaison de tous les joueurs. Fait qu'il se met à les essayer toute la gang. C'est l'impression que j'ai, parce qu'il y a tellement de joueurs, des nouveaux. Fait que là, c'est pour ça que l'équipe que tu vois en partant en premier quart n'est pas souvent le même au deuxième, au troisième, quatrième. Et ça, je parle en défensive. En offensive, là, on va se le dire, on est à un porteur de ballon d'être imbattable. On va le dire dans le même temps, on est à un porteur de ballon qui est capable de tourner de coin, de littéralement être. Mais j'ai vu qu'on a essayé de pallier le fait que la course fonctionne plus ou moins en faisant beaucoup de petites passes on the fly au dépanneur pour essayer de se débarrasser du ballon rapidement pour essayer de recréer, si on veut, ce jeu au sol. Courir à l'extérieur des lignes. Pas. Ouais. Hey, on parle de 60 verges nettes, puis là-dessus, il y a la grosse course de Sénécal. Là. Ouais, t'as la moitié des verges qui sont tes 2 QB. C'est ça. Donc, il n'y a pas. Le jeu au sol a été une petite diversion, mais ça n'a pas fait bouger le ballon. Mais une chose qui m'a surpris ce match-là, on a beaucoup de blessés sur notre O-line, c'est le travail des recrues qui ont parti au troisième match, là, parce qu'on pense à Lévesque Galland, Levac, Parenteau, qui ont fait une très bonne job dans les circonstances à Québec. Mais ça, on le savait dès le début de la saison que les O-line allaient être extraordinaires, que dans les 2 dernières années, le recrutement qui avait été fait auprès des gros O-line venant de Grasset, du Vieux-Montréal, Levac qui vient, si je me souviens bien, de Saint-Jean, c'est des gros, c'était parmi les meilleurs. Puis on va peut-être se ramasser avec la meilleure O-line qu'on n'a jamais eue. Ouais. La réalité, c'est qu'il faut leur donner des reps. Puis présentement, les reps, c'est un peu plus dur. Puis c'est dur. On a des problèmes avec le snap de ballon. Là. Il y a eu beaucoup de mauvaises reps. Métier qui rentre, hein, c'est ça. Je suis pas sûr que c'est un vétéran. C'est un vétéran. Oui, je sais, mais il est arrêté. Est-ce que Q pourrait rentrer? Je sais qu'il était centre au collégial, mais c'est une recrue aussi. Je ne sais pas si c'est dans les plans ou dans les options. Ça va dépendre du retour des blessés. Je pense qu'on verra pas. Il y avait un petit bout. Le mai, on a pour minimum 1 mois, d'après moi, avant. Je pense que c'est le seul qui a une possibilité de revenir. Là. Hood, je pense qu'on oublie ça. Puis Bessette, je ne suis pas convaincu qu'on va le revoir non plus. Ouais, je sais pas. Je connais pas la nature des blessures, à part, bien évidemment, Hood. Là, on connaît la nature des blessures. Mais c'est ça. Mais comme je disais, tu as raison, Tam, le jeu qui a été fait à nauséam où on lançait le ballon sur le côté, soit à Chabot, soit à Dessau, et qu'on a utilisé le petit frisquette pour comme bloqueur. Puis le frisquette pour bloquer constamment. 73 a été écœurant pour bloquer. Là, ça a permis justement de tourner le coin, de pallier au fait que notre running back principal en Beaulieu, aussi bon soit-il, ben c'est un porteur pesant, c'est pas un porteur de rapidité, c'est un porteur qui va pender la ligne. Pour rapper tout ça, moi je veux juste mettre un petit mot sur les unités spéciales. On sait que c'est ça, là, j'allais. À Québec, c'est tout le temps bien important. Au niveau des bottées de placement 3 en 3 de Harpin. Harpin a fait une très bonne job, mais en même temps, c'est tout en bas de 30 verges. J'ai hâte de voir, parce que notre problème cette saison sur les placements, c'est entre le 30 puis le 40 verges. Là. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir dans cette situation-là. Puis Panverne, on parle d'une moyenne à 40.
Le plus long à Van Verne 51. Mais a connu un meilleur match. Ouais. 2 fois dans le corner, là, 2 fois en dedans du 20. Fait que ça, C'est excellent, ça. c'est quand même très bon. Là, le kick il a qui a connu un arrêté bon à match une dans son verge, là, classique. c'était du solide. Là. Moi, j'ai aimé surtout la couverture. Là. Je trouvais qu'en lors de la première partie, des couvertures de retour de beauté, c'était un peu so-so. On donnait souvent les corridors au centre, là, mais là, ça s'est vraiment replacé. Puis on a des foutus brutes là, qui jouent sur les unités spéciales. Le 19, encore une fois, là, qui joue ces unités spéciales, qui est excellent. Je pense que ça se replace là, tranquillement. On voit déjà l'amélioration après 3 parties. On n'a pas donné une grande course, puis pourtant Laval, c'est leur force, eux autres aussi. Mais je pense, je ne sais pas si c'est nous autres qui a battu Laval ou Laval qui ne s'est pas battu, qui a juste pas gagné, parce que le play calling de Laval, je le répète, je ne comprends pas. Mais il est bâti pour les Bretons Robert, puis les Bretons Robert n'ont pas joué de l'année. Mais non, mais ils ont le meilleur receveur de la Ligue. Ils ont le meilleur receveur de la Ligue, c'est un tank qui devrait lui remettre le ballon en tout temps. Il devrait avoir les ballons dans les mains tout le temps, puis il ne l'utilise pas. Il me fait penser à Pete Carroll des Seahawks quand il n'avait pas donné le ballon à son running back étoile à la ligne des buts. Tu sais, tu as le meilleur receveur, donne les longs. Mais non, il est tout le temps à la ligne. À se demander si c'est pas un problème et si Étier n'a pas un problème avec Mittal. Puis là, je lance ça n'importe où. J'ai pas de insight pantoute. Mais c'est pas normal qu'un tel joueur ne soit pas en permanence sur le terrain. Puis nonobstant, les autres receveurs sont tous bons, là. Mais il y a de quoi? Si le jeu au sol marche, regardez le pourcentage de leur jeu au sol. À toutes les courses, ça marche. Mais Colin, continue. Ça a toujours été la force de Laval. Pendez. Tu joues, tu mets de mettre les receveurs, de la défense ses talons, puis de les faire ramasser par le jeu au sol. Ils ont une O-line hors pair. Je vous le dis, je ne comprends pas cette équipe-là présentement. Il y a quelque chose qui marche. OK. On va passer à l'autre. Juste mentionner aussi Harold Miessan, le 19. Rappelez-vous du nom, parce que joueur défensif au Québec, au Canada cette semaine, puis ça va revenir, ce nom-là. Là. Je vous confirme que ce joueur-là, qui était une de nos grosses recrues, quand il avait décidé avec Lessard puis Niki, là. On va les voir. Ouais. J'ai abandonné de dire son nom. Il va falloir que tu l'apprennes, là. On n'a pas une couple d'années. Je vais faire comme Brian. Brian, je ne disais pas son nom. Je l'appelais Brian. Appelle-les Niki. C'est Niki, c'est fini. Tant qu'à scraper son nom comme j'ai scrappé le nom de Brian, c'est fini. Ça va être Niki F comme j'avais Brian Ash. Brian qui? Brian Ash. Je me suis essayé. All right, on va parler juste rapidement de l'autre match québécois de la fin de semaine, qui était le vendredi, si je ne m'abuse. Concordia à McGill. Un match qui s'est terminé en prolongation. Gros comeback de Concordia. Je ne vous ferai pas le rundown complet, mais Concordia a marqué 22 points contre 7 dans le 4e quart pour venir égaler, puis ensuite gagner en prolongation sur un placement. Donc, score final 36-33 pour Concordia, qui, c'est sûr qu'on est en début de saison, mais par la force des choses, se retrouve... C'est McGill qui a échappé ce match-là. Au sommet du classement. Je dois avouer pas avoir écouté la game, là, moi... McGill menait, on commençait à prendre des punitions qui étaient évitables. Ça a permis à Concordia de traverser 2 fois le terrain au lieu d'être en 3e et 2, puis être obligé de botter. Ben là, il se ramassait avec 15 verges plus loin avec le premier essai, ce qui leur a permis de scorer 2 touchés comme ça. Mais il faut dire que Concordia semble être une équipe de comeback cette année. Ils ont joué le même tour qu'ils nous ont joué au Sepsum la semaine précédente. Là. Ouais, si cette équipe-là peut commencer par partir leur match au premier quart, ils vont être dangereux. Est-ce qu'ils ont profité de 2 équipes qui se sont endormies? Montréal et McGill, non? Se sont vraiment juste mis au travail. Les passes ont commencé à rentrer, les tracés Murphy commençait à être plus visé, puis ça a fait avancer le ballon. Est-ce que c'est Murphy en deuxième? Parce que Murphy, c'est vraiment là c'est Murphy, ça le fait. Je le vois ici là, avec des courses. Ouais. Murphy a compté le dernier touché de Concordia. Roy, encore une fois, lui aussi, joueur de la semaine au Québec, a poivré la zone des buts. Parce que McGill n'aurait pas dû perdre ce match-là pour 2 choses.
Ils ont gagné la guerre des revirements. Là. Mm-hmm. Ils ont recruvé des ballons échappés, ils ont eu les interceptions, ils ont converti avec des points sur ces séquences-là. Normalement, une équipe ne devrait pas perdre un match dans ces situations-là. Mais gros comeback. Mais gros comeback et les punitions ont vraiment tué McGill. Et on parle de Roy, là, Olivier Roy. 4 passes de toucher juste dans la deuxième demi, là, dont 3 dans le quatrième quart. Une à 7,37, une à 10,42, une à 14,30. En 7 minutes. C'est 21 points en 7 minutes. Je ne sais pas si tu as ces stats de verge, mais c'est pas tant que ça pour le nombre de points qu'ils ont scoré parce qu'ils ont progressé beaucoup grâce aux punitions. Écoute, c'est 29 en 18 pour 2,99. C'est ça. Puis ils ont marqué 36 points. Oui, mais c'est 300 verges quand même. Là, c'est raisonnable. Mais au sol, on a au net 139. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un jeu de moins 23 verges là, qui est venu un peu perturber la courbe là, parce qu'on est un peu à. Tu vois, au gain, on est à 173. Ouais. Mais on va en reparler, mais il va falloir faire attention à McGill quand même parce qu'ils ont une très bonne équipe. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu McGill avoir une offensive, défensive aussi bien équilibrée. S'ils peuvent rester en santé, ils peuvent être dangereux. McGill a quand même un très bon corps arrière. C'est le même corps arrière. Puis vous l'avez vu contre Laval lors de la première semaine. Il a été incroyable. Puis là, ils ont leur petit Williams là, qui commence, leur porteur de ballon. C'est ça, je m'en allais dire. Leur jeu commence à être bon. Puis tu sais, nous autres, notre jeu, donc la défensive des Carabins, c'est surtout ça, là, le jeu au sol. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, il reste qu'ils ont quand même des bons receveurs, mais c'est rien comme la qualité de Concordia. C'est vraiment as a whole. Puis as a whole, ils ont une offensive qui est balancée. Puis, il ne faut jamais mettre Dimitri, Synodinos comme battu. Même si on l'a ramassé dans les dernières années de façon incroyable, là, il va falloir mettre la pression encore. C'est un corps qui a de la difficulté. Si on joue le blitz, on va l'avoir. Mais il va falloir tout le temps surveiller le jeu au sol parce que ils ont un bon petit. Ils ont peut-être le seul porteur de ballon de la Ligue. On va continuer un peu là-dessus. Dans le fond, c'était pas tout à fait ce que j'avais dans le pacing, mais François, tu es déjà engagé. Faut s'attendre donc à quand même une attaque balancée du côté de McGill pour le match de samedi là, contre Montréal. Je pense que oui. Le coach essaie de jouer ça, mais tout dépend de la situation dans le jeu, s'ils vont être en retard ou pas dans le score. Mais ils ont quand même un bon trio de receveurs avec Simons, Dumais puis Soucy, là, qui Soucy surtout en zone profonde. Là. Lui, c'est beaucoup de verges après l'attraper. Mais le retour de Dumais dans le line-up de Simons les a vraiment aidés à avoir une attaque aérienne plus équilibrée puis plus diversifiée. Là. Simons est vraiment maintenant que tout le monde est vacciné puis que tout le monde peut jouer de leur bord. Oui, parce qu'on parle de 197 verges, pas de revirement, 2 touchés pour Synodinos. Quasiment un 200 verges supplémentaires au sol. Donc, c'est quand même des chiffres respectables. Là. On n'est pas. On parle d'une minute d'offensive totale en haut de 300 verges, 332. C'est quand même une offensive qui fonctionne. Ouais. Puis McGill fait des sacs. Mm-hmm. On a toujours une défensive extra. Ils ont toujours la même défensive. Il ne faut pas s'oublier qu'ils ont une défensive qui est bâtie un peu sur le même modèle que les Carabins avaient. Là. Ils ont Carré, Fleury, Leclerc, McTanney. Ils ont des gros bonhommes. Là. Puis des vétérans aussi. C'est exactement. C'est une équipe qui est à maturité. En début d'année, je m'étais dit que c'était eux qui sortiraient. Là. Oui, mais leur seul point faible encore, c'est leur kicker. Oh! Okay. Leur kicker leur a coûté le match. Il a manqué 2 placements la semaine passée, dont un en bas de 20 verges. Okay. Sinon, McGill gagnait en temps régulier. Là. Il est 1 en 3 dans le dernier match, coup sûr. Un de 40 verges qui a. La marque est return, fait que j'imagine que le bottom a manqué de gaz. Un de 18 verges raté, quand même. Ça, c'est supposé être un gimme.
Je sais pas ce qui est arrivé à Tam en prolongation. McGill a eu le ballon, forcément. Comment ça, non? Ben oui. En football canadien, en prolongation, les deux équipes touchent le ballon. Après je sais pas, j'ai un blanc, là. Attends une minute, on va le... Il me semble que c'était le premier qui score, mais... Non. T'as un droit de réplique. Ouais, ben, ils ont eu le ballon en premier, probablement, puis ils n'ont pas réussi à scorer, là. J'ai plus souvenir de ça, je m'en excuse. Je me souviens juste de la drive de Concordia. Oui, avec Stevens. Mais pour venir là, à comment on va faire. Écoute, de ce que je vois, là, ils ont fait. Ils ont perdu du terrain. C'est McGill qui a eu le ballon en premier en prolongation. Ils ont perdu du terrain. Ouais. Et finalement, ils ont perdu le ballon après 3 essais. Bon, mais s'ils ont perdu du terrain. Mais ils ont été incapables d'avancer sur le terrain au 3e et au 4e quart. Là. Ils ont parti au 35 puis ils ont fini au 48. Ouais. Ça te donne une idée. Là. Ben, Concordia a fait la même chose qu'ils ont fait contre nous autres. T'es en retard sur le score. Ils ont blitzé, puis ça a payé pour eux autres. Là. Fait qu'ils n'étaient même pas à portée de tir pour essayer un placement. Non, c'est ça. Ben, le batteur l'aurait probablement pas eu. On aurait parlé d'un botté. À cette distance-là, c'est impossible. En haut de 50 verges. Oui, c'est ça. Mais donc, vous venez de donner la clé. Vous venez exactement de donner la clé de savoir comment on va battre McGill puis comment ça va être plus facile. Ça va être de mettre de la pression sur Sinodinos. Ça va être de faire des blitz non-stop puis s'assurer de le bloquer. C'est pas un grand corps arrière, donc il va falloir que les Twins, il va falloir que Tommy puis... c'est éviter qu'ils rentrent dans notre red zone. Parce qu'ils convertissent dans la red zone McGill cette année, contrairement à nous. Là. Ils convertissent. Si on est capable de les maintenir à l'extérieur de notre ligne de 20, même s'ils avancent, on plie pas puis on casse pas, je pense que c'est la clé. En théorie, on devrait mettre de la pression énorme. Là. On va se ramasser avec une 4 secondaires hors pair. Là. On va avoir le 19, on va avoir Nicky, on va avoir le 2, on va avoir le retour du 7. Ça fait que ça va être solide. Faites juste à penser à cette ligne de secondaire-là. Imaginez quand ça va se mettre à rentrer dans le centre avec la pression. J'ai l'impression que Sinodinos va courir pour sa vie une bonne partie de la game. Ça va être la clé de tout simplement, puis de faire descendre un peu les secondaires là, pour combler le vide dans l'intérieur. Là. En défensive, ça va être la clé. Si on est moindrement capable de contrôler le chrono aussi en faisant un petit peu de jeu au sol. Pensez-vous que on l'a vu un peu à Laval, là, il y a vraiment eu 2 stratégies défensives. Tu as eu une première qui était défensive de couverture, peu de pression sur la ligne. C'était comme notre première demi. Puis ensuite, là, on a commencé à amener un peu de tout. On s'attend à quoi contre McGill? Est-ce que ça va ressembler à la même chose? On commence prudent, on s'ajuste ou au contraire, on amène toute l'artillerie puis on essaie de déranger le carrière dès le départ? Moi, je pense qu'ils vont vouloir courir dès le départ. Hein. Ils vont vouloir essayer la course dès le départ. Donc, ça va être de laisser, de mettre des gros centres en place. Là. Mignot semblait être correct après. Donc on pack la boîte. On pack la boîte. On s'assure que ça sort pas. Avec nos secondaires sur le côté. Okay. Donc, moi, je pense que ça va être ça. Là. C'est un classique que le Colin là, comme stratégie. Là. No, oui. Mais il va falloir mettre de la pression. Je pense que au début, il va falloir tout de suite jouer dans la tête. Tout de suite jouer dans la tête de Sinodinos. C'est comme ça qu'on les a battus historiquement. C'est de rentrer puis de faire mal. Puis de toujours s'assurer qu'ils entendent des pas. Quand il se mettait à entendre des pas, il lançait tout croche, il précipitait son geste, puis en précipitant son geste, les passes étaient moins précises. Donc, il va falloir encore jouer ce côté-là. Ayons confiance au débit. Si on peut se permettre d'avoir confiance en eux autres, on devrait être correct, mais il faudra mettre de la pression non-stop sur Sinodinos. À l'attaque, là, va falloir, encore une fois, si on peut avoir un running back, notre problématique va être le running back pour sortir de côté, mais j'ai bien l'impression qu'on va avoir une stratégie qui va être semblable à Saint-Laval. De toute façon, avec Jonathan comme corps arrière, si on lui donne le moindrement de temps, il va découper n'importe quel défensif. Il faudra juste que les receveurs attrapent des ballons. Oui. Être plus stédé là-dessus, parce qu'il y a le bras pour aller en latéral. Il n'y a pas de problème. Ouais. Présentement, il y a juste Dessau puis Chabot, là, mais on a plusieurs bons receveurs. On a vu l'entrée de Sauvageau. Je trouve qu'on a bien utilisé Sauvageau contre Laval aussi.
Je suis d'accord, mais il y a des receveurs qui n'ont pas vu de ballon, mais il faut falloir. Moi c'est le numéro 8 que j'ai hâte de voir. Je me souviens plus c'est quoi de son nom, là. Moi, puis la mémoire des noms, vous le savez, là, mais le numéro 8, je pense que c'est un ancien. C'est John Dudley, ça? Ouais, lui, là, ça pourrait être une carte cachée dans les prochaines semaines là, comme receveur. Parce qu'ils vont commencer à double puis triple couvrir de saut, fait qu'il va falloir que les autres. Ouais, mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un jeu au sol important, ils vont se mettre à blitzer puis mettre de la pression littéralement sur Jonathan. Donc, tant que Jonathan n'aura pas au moins le choix de dire hey, là, j'ai une porte à le côté. Pourtant, on a des bons on a des bons porteurs de ballon. Là, on devrait être encore capable de. Ils ne sont pas tous blessés, mais ce qui nous manque, c'est le speed. Le speed de Jean Giraud, là, le speed sur le côté. Boulanger. Le breakout speed. Là. Quand Boulanger, Boulanger a cette vitesse-là, mais il manque ce petit je sais quoi qui fait que la défensive n'est pas punitif comme Jean Giraud. Là. En espérant que la blessure de Giraud soit. Si la blessure, je vous le dis, les Carabins sont à un bon jour, à un bon porteur de ballon d'être une offensive complètement imbattable. All right. On va toucher rapidement sur ce qui se passe dans le reste du football universitaire canadien. Canada West commence sa saison en fin de semaine. L'Atlantique et l'Ontario ont déjà commencé. Tam, je vais te laisser partir là-dessus. C'est toi qui surveille le plus ça d'entre nous. Ben, tu sais, tout le monde se demandait, hey, c'est-tu le Québec qui était si mauvais, si rouillé après les 2 premières semaines d'activité? Je vous dirais que dans l'ensemble du pays, c'est la même chose. Dans le duel, mettons, de la fin de semaine que j'ai le plus regardé, c'est McMaster Western, qui était la reprise de la Yate 2019. Ça a été un match à chance unique pour Western qui ont vraiment dominé ce match-là et qui courent, mesdames et messieurs, et sont probablement la seule équipe au pays qui ont un bon duo de porteurs de ballon qui ont accumulé plus de 150 verges chacun lors du premier match. Western, ils sont rarement dégarnis, là, pour être honnête. Non, mais normalement, ils ont un très bon corps arrière. Et là, sur ce que j'ai vu, ça semble pas nécessairement être leur force cette année. Mais en même temps, c'est juste un match, donc c'est difficile à dire. Mais dans l'ensemble des matchs, la course est faible. C'est le même problème qu'au Québec. Ça va être du aérien, mes amis. Donc, c'est ça que j'aurais à dire. Donc, l'Ouest va commencer cette semaine en retard. Donc, non, moi, je pense que le highlight dans le restant du pays pour cette semaine, c'est le début de la saison de Bishop, de nos amis de Bishop. Ouais. Donc, qui commence en fin de semaine, ouais. Qui commence en fin de semaine. Donc, après, il était sur... il était dans le bail la première semaine, donc ça commence. Je rappelle que Bishop... il y a beaucoup d'experts qui les voient premiers dans l'Atlantique cette année. Ouais. Je me promets d'être à l'Inox lors de mon retour de vacances le 8 octobre. Donc, j'ai déjà pris la fin de semaine au football universitaire a été assombrie par le décès du joueur des GGs après le match qui a eu on a dit un malaise cardiaque, qui est un Québécois aussi, Francis Perron. Donc, toutes nos condoléances à la famille. C'est toujours triste de voir partir un joueur si tôt. Surtout dans le cas des GGs, c'est leur 2e joueur en 4 ans qu'ils perdent dans l'organisation. Donc, ça ne doit pas être facile pour le noyau de vétérans de voir 2 de leurs collègues partir dans des circonstances tragiques. Parce qu'au-delà du sport, il y a les humains, puis c'est dommage quand les circonstances font qu'on perd des gens, là, même si on n'était pas nécessairement près des gens d'Ottawa, mais vu que c'est un Québécois, on dirait que ça nous touche un petit peu plus. Là. Donc, voilà, ça fait le tour de ce qu'on avait à jaser. Tailgate probablement au Sepsum pour ceux N'oubliez pas, le match est à 1 heure et non pas à 2 heures. Il a été devancé. Ouais. Donc, surveillez les publications. On va probablement essayer de se retrouver là où on était lors du dernier match, c'est-à-dire dans le stationnement P quelque chose. Vous m'excuserez, ça m'échappe. P22, merci François. À l'arrière du pavillon Marie-Victorin. Donc, c'est vraiment le stationnement qui se trouve
pratiquement devant le Sepsum, là, si vous tournez à gauche sur Vincent Dindy ou que vous continuez tout droit sur Édouard Montpetit. On va y être. Je vous rappelle la politique de l'Université de Montréal, qu'il n'y a pas de boissons dans les stationnements. Je vous le rappelle. Moi, ma job est faite. Fait qu'après ça, vous gérez. Je vous recommande de regarder des vidéos YouTube pour vous renseigner. Il y a des trucs. Donc, on se voit au tailgate. Moi, je vais y être et puis je vais être au match aussi. Je n'ai pas regardé la météo, mais beau temps, mauvais temps, nous y serons. Tam, François, merci beaucoup d'avoir participé. On essaye de se reparler la semaine prochaine suite au match. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, malheureusement. Je pars en vacances. Donc, on essaiera de voir ce qu'on peut faire, Tam et moi. On essaiera de te trouver peut-être un remplaçant, si c'est possible. Hein? Ce serait plus un faible substitut. On n'a pas de profondeur. C'est ça qui arrive. Nous autres, on n'en a pas. Fait que, pour joindre les Montagnards, vous nous trouvez sur Facebook, Twitter, Instagram, notre chaîne YouTube, Les Montagnards Montréal. Évidemment, on vous encourage à devenir membre. Cette année, l'ensemble des frais d'inscription s'en va au programme de bourse des Montagnards qui sert à supporter 2 étudiants athlètes de l'équipe de football des Carabins de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été là et à la prochaine.